Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce salon. Ce salon qui va nous porter ce soir sur des recherches qui ont été faites par les Salons du Four et qui vont vous être présentées ce soir. L'année passée, on a fêté le 150e de la mort du général Dufour, comme vous savez, et on a eu 3 jours de festivités à Paris, avec notamment la Légion d'honneur, les Invalides et tout ça. Et nous avons eu l'occasion d'entendre Marie Pierre Desfiliers, qui est notre correspondante à Paris et notre chargée de recherche sur Paris, et qui devait faire une présentation avec Jean-Pierre Barras, qui, pour des raisons familiales, à la dernière minute, n'a pas pu se joindre à nous. Alors, juste pour vous dire que ces travaux qui ont été faits à Paris vont faire l'objet d'une publication des actes du colloque par la SABIX. La SABIX, c'est la Société des Amis du Musée, de la Bibliothèque et de l'Histoire de X, l'École Polytechnique de Paris. Et dans la foulée, X nous a proposé de rééditer un certain nombre de fascicules qu'on avait. Donc on a notamment la notice biographique de Dufour qui a été publiée en 1884. On a la jeunesse de Dufour qui a été publiée en 1914. Et on a réussi, Jean-Pierre nous a trouvé ça, des lettres inédites de Dufour qui écrivait à ses parents pendant qu'il était à Polytechnique et à Metz. Et puis on avait aussi un petit article qu'on avait publié dans La Jaune et la Rouge, qui est le magazine de l'École Polytechnique et qu'on avait publié en 2022 à l'occasion du 175e anniversaire de la guerre du Sonderbund. Tout ça sera dans ce fascicule. Alors, maintenant, je passe la parole à Jean-Pierre Barras pour nous décrire cette région de Corfou, et Marie nous présentera ses travaux de recherche à Paris sur la carte du four qui a été faite. Merci Marc. Merci à tous pour votre présence ce soir. Au temps de la navigation à voile, entrer ou sortir de la mer Adriatique signifiait croiser dans les parages immédiats de l'île de Corfou pour des raisons aussi bien techniques, force et direction des vents et des courants, mais aussi de l'existence de nombreuses criques abritées le long de la côte gréco-albanaise qui pouvaient servir de refuge en cas de tempête. Qui était maître de Corfou détenait donc les clés de l'Adriatique. En 1797, au moment de signer le traité de Campo Formio qui transférait la souveraineté sur les îles ioniennes à la France, celui qui était alors le général Bonaparte écrivait ainsi à son gouvernement. Les îles de Corfou, de Zante et de Céphalonie sont plus intéressantes pour nous que toute l'Italie ensemble. Elles nous rendent maîtres de l'Adriatique et du Levant. Cette situation a fort logiquement valu à Corfou d'être convoité de tout temps par les grandes puissances du moment. Le défi ne consistait au demeurant pas tant à s'emparer de l'île, qui a toujours été fort peu peuplée, mais plutôt à en conserver le contrôle face aux attaques incessantes des États rivaux. Les premiers ouvrages défensifs ont été érigés dès le VIe siècle par les Byzantins sur le site qui est aujourd'hui appelé de la vieille forteresse, c'est-à-dire ce promontoire rocheux qui s'avance dans la mer à l'est de la ville. Il s'agissait de 2 forts qui étaient juchés sur les 2 collines qu'on appelle tours, qui commandent tout le terrain alentour. Ce dispositif défensif a ultérieurement été perfectionné par les Angevins de Naples, qui ont ceinturé tout le promontoire de murailles, mais les véritables fortificateurs de Corfou ont été les Vénitiens. Devenue maîtresse des lieux en 1386, la Sérénissime n'a épargné aucune dépense au cours des quelques 4 siècles de sa présence pour transformer la ville en une place forte inexpugnable. Dès leur installation à Corfou,
les Vénitiens ont commencé à remplacer les murailles existantes par une nouvelle enceinte capable de résister au feu de l'artillerie. Ils construisirent le port de Mandraki pour abriter leurs galères de guerre. Ce port est aujourd'hui celui du Yacht Club de Corfou et vous pouvez le voir dans un des films de James Bond, Rien que pour vos yeux. Il y a des scènes qui ont été tournées dans le port de Mandraki. Ils ont ensuite transformé ce qui était une presqu'île en île artificielle en creusant une douve marine appelée Contrafossa qui relie donc la baie de Kerkyra au nord avec la baie de Garitsa au sud et qui isole complètement la forteresse de la ville. Par la suite, ils ont encore compléter leur système avec une seconde ligne de défense en creusant un second fossé, un fossé sec cette fois-ci, et puis ils ont détruit les ouvrages que les Byzantins avaient construits sur les deux collines, ils ont nivelé le sommet des collines et ils y ont installé deux châteaux forts qui étaient conçus comme deux positions défensives indépendantes commandées par deux capitaines différents. D'ailleurs, pour la petite histoire, le capitaine du château qui était le plus proche de la terre avait l'interdiction absolue sous peine de mort de quitter son château et de descendre en ville. Il devait rester à son poste jour et nuit pendant toute la durée de son séjour, qui pouvait s'étendre sur plusieurs années, ceci pour être sûr qu'il soit présent au bon moment en cas d'attaque surprise. Donc ça montre l'importance que Venise accordait à la préservation de cette forteresse. Alors ces deux châteaux n'existent malheureusement plus aujourd'hui. Ils ont été démolis durant la période britannique pour faire place à des plateformes d'artillerie et à un phare, mais on appelle malgré tout ces deux emplacements toujours deux tours, la tour de la terre côté ville et la tour de la mer donc côté maritime. La plupart des bâtiments que vous voyez sur cette vue datent également de la période de l'administration britannique, donc entre 1814 et 1864, et n'existaient pas au temps de Guillaume-Henri Dufour, mais en revanche, le tracé du périmètre défensif est demeuré tel qu'il avait été établi par les ingénieurs vénitiens. Donc si l'on progresse de la terre vers la mer, on va trouver d'abord la douve marine, qui isole la forteresse de tout le terrain environnant, puis la position de défense principale qui a été entièrement reconstruite durant le dernier tiers du XVIe siècle selon les principes de la fortification bastionnée. Et depuis lors, l'unique accès à la forteresse se trouve au centre d'une tenaille défensive formée d'un haut rempart qui est encadré de deux positions d'artillerie, deux grands bastions, celui de Martinengo au nord et celui de Savornian au sud. Et puis devant l'une des casernes de la période britannique, vous repérez encore le fossé sec qui sépare la première ligne de défense de la forteresse de la seconde. La vieille forteresse a victorieusement repoussé la tentative du sultan Soliman le Magnifique de s'en emparer au mois d'août et septembre 1537. Après 3 semaines de siège, l'armée ottomane, forte à l'origine de quelques 25 000 hommes, fut contrainte de se retirer, vaincue à la fois par la résistance des défenseurs, le mauvais temps et les prémices d'une épidémie de peste dans ses rangs. Si la forteresse avait tenu bon, la ville de Corfou, en revanche, dépourvue d'enceinte et laissée sans défense, avait été totalement dévastée et plusieurs milliers de ses habitants avaient été réduits en esclavage par les Ottomans. Pour affermir sa mainmise sur Corfou, la République de Venise se lança alors dans un chantier de fortification permanent d'une ampleur proprement pharaonique qui allait ceinturer la ville d'ouvrages conçus par les meilleurs ingénieurs militaires du moment et également aptes à résister au feu des plus puissantes pièces d'artillerie connues. Et tout ce dispositif, vous en avez un aperçu sur cette vue cavalière de Corfou au début du XIXe siècle, donc au moment où Guillaume-Henri Dufour l'a connue.
La première ligne de défense était constituée par les 3 forts juchés sur les collines d'Abraham au nord, de Saint-Roch au centre et de Saint-Sauveur au sud. Ces ouvrages étaient disposés de manière à se protéger mutuellement par le feu de leurs canons et à tirer à feu croisé sur toutes les voies d'accès à la ville. Si l'attaquant réussissait à s'emparer de ces forts, ces difficultés n'auraient fait que commencer, car il se serait alors heurté à la position de résistance principale de la ville, soit le double front bastionné qui barrait la péninsule sur toute sa largeur. Et au cas où d'aventure cette seconde ligne de défense venait à son tour à être forcée et que l'assaillant investissait la ville, les défenseurs auraient encore eu la ressource de se replier et de concentrer leurs forces dans la vieille forteresse qui apparaît clairement sur cette vue comme l'ultime réduit ou le donjon en quelque sorte de tout le dispositif défensif. Donc c'est vraiment un système en pelure d'oignon avec une cascade d'obstacles successifs pour destiné à retarder le plus possible la progression de l'assaillant. Le maître ouvrage de la défense de la ville était la nouvelle forteresse, édifiée à partir de 1576-78 sur la colline San Marco et sur les plans et sous la supervision de Ferdinando Vitelli, qui était le conseiller personnel du duc de Savoie en matière de fortification et qui était un des plus talentueux et ingénieux ingénieurs militaires de son temps. Cette place forte était particulièrement familière à Guillaume-Henri Dufour, car il en avait exercé la direction spéciale ou le commandement durant son séjour à Corfou. À la tête de sa compagnie de sapeurs, il l'avait même un jour préservé d'un véritable cataclysme en éteignant l'incendie d'un dépôt de munitions juste avant que les flammes n'atteignent la grande poudrière du fort qui n'était située qu'à 3 pas de l'incendie. La fonction principale de cette nouvelle forteresse était d'empêcher un attaquant venu de la terre d'entrer dans la ville en tournant le front de résistance principal par le nord. Mais subsidiairement, elle servait également à défendre les approches du port de commerce de Spilia et donc à prévenir toute tentative de débarquement à cet endroit. Comme tous les ouvrages militaires, la nouvelle forteresse a été continuellement modifiée au fil de son existence afin de l'adapter au progrès des moyens d'attaque. Et dans son état actuel, elle présente 4 lignes de défense successives. Si l'on progresse de l'extérieur vers l'intérieur, on repère alors tout d'abord le fossé, qui est aujourd'hui occupé par la route. Ensuite, la première tenaille défensive, qu'on appelle le rempart Sarkonas, et au-dessus et en arrière, la seconde tenaille défensive, le rempart des Seteventi, et puis enfin, dernièrement, l'ouvrage appelé la caserne anglaise, construite par les Britanniques au milieu du XIXe siècle et qui n'existait donc pas au temps de Guillaume-Henri Dufour. Vous observerez que ces lignes de défense sont non seulement échelonnées dans la profondeur du terrain, mais également étagées verticalement, à la manière d'un escalier, ce qui fait que chaque position peut couvrir par ses feux la position qui la précède, tout en étant elle-même protégée des tentatives de sape ou de minage par sa devancière. Le terme de caserne anglaise, qui sert aujourd'hui à désigner le bâtiment sommital, est par ailleurs totalement inapproprié, car comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas du tout d'un logement pour la troupe, mais d'un véritable blockhouse comportant une plateforme d'artillerie sur un toit à l'épreuve des bombes et des meurtrières sur 2 niveaux qui permettent de battre sur toute son étendue le fossé qui sépare le blockhouse du rempart des Seteventi.
La domination pluriséculaire de la Sérénissime sur les îles Ioniennes s'éteignit le 28 juin 1797, lorsque les soldats français de la division du Levant, embarqués sur une flotte équipée à Venise, accostèrent à Corfou et occupèrent la ville. Une semaine plus tard, le 5 juillet, le commandant de cette division, le général Antoine Gentilly, en fait je devrais plutôt dire Gentili parce qu'il était corse, était nommé au poste de gouverneur de Corfou et des îles qui en dépendaient. La République française se fit officiellement attribuer les anciennes possessions maritimes de la République de Venise sur lesquelles elle venait préventivement de mettre la main 4 mois plus tard, le 17 octobre 1797, lors de la signature du traité de Campo Formio. Ces territoires furent administrativement organisés en 3 nouveaux départements: le département de Corcyre, chef-lieu Corfou, le département d'Ithaque, chef-lieu Agostoli, et le département Mérégée, chef-lieu Zante. Ces 3 départements français subsisteront de jure jusqu'en 1802, mais ils cessèrent de facto d'exister, on verra dans un petit moment pourquoi, dès 1799. Quelques mois après sa prise de fonction, Gentili dut démissionner pour raison de santé et décéda peu de temps après. Il fut remplacé à son poste par le général Chabot, qui se retrouva rapidement en butte aux ambitions du pacha ottoman de Janina, Ali, dont les territoires jouxtaient les établissements français et qui bien sûr caressait l'idée de s'en emparer. Excepté au sein de la noblesse locale, le régime républicain français fut à l'origine bien accueilli par la population, mais il se rendit rapidement impopulaire par la lourdeur de sa fiscalité, le comportement prédateur de son armée et surtout son attitude négative envers la religion et les traditions ioniennes. Et au sentiment de plus en plus anti-français des insulaires s'ajouta bientôt un motif d'alarme beaucoup plus sérieux. L'expédition égyptienne de Bonaparte avait poussé l'Empire ottoman à s'allier avec la Russie, et dès le mois d'octobre 1798, une flotte russo-ottomane, sous le commandement de l'amiral Outchakov, avait entrepris de reconquérir une à une les îles ioniennes, en commençant par celles du sud de l'archipel, les plus éloignées de Corfou et les moins bien défendues. Par parenthèse, Outchakov est encore aujourd'hui un personnage honoré et révéré en Russie pour 2 raisons. La première, c'est qu'il était un marin exceptionnel. Au cours de sa carrière, il a participé à 40 engagements navals et il n'en a pas perdu un seul. Et la deuxième raison, c'est qu'il a une fin de vie assez singulière. Après s'être retiré des affaires publiques, il a passé les 10 dernières années de sa vie en religion, dans un monastère, ce qui lui a valu en 2001 d'être canonisé par l'Église orthodoxe sous le nom de Saint Théodore ou Saint Théodore l'Amiral. Donc c'est un peu la double raison pour laquelle Outchakov est encore aujourd'hui révéré en Russie. Donc en novembre 1798, seule la ville de Corfou, assiégée par le corps expéditionnaire débarqué des navires, demeurait encore en main française. Les habitants de la ville entrèrent en rébellion et hissèrent le drapeau russe en signe d'allégeance à l'amiral venu les délivrer de ces infidèles de Français. Après une belle résistance de près de 4 mois, la garnison française, réduite à quelques 800 hommes, à bout de ressources et sans espoir de secours, n'eut d'autre choix que de capituler le 3 mars 1799. Le général Chabot, son adjoint le général Verrières, le chef du génie, le général Piveron de Morla et leurs aides de camp furent conduits à Ancône. Les soldats furent quant à eux rapatriés en métropole par Toulon sous l'interdiction de servir contre la coalition.
Le 2 avril 1800, au traité de Constantinople, la Russie et l'Empire ottoman s'accordèrent pour regrouper les territoires qu'ils avaient remportés en un nouvel État baptisé République des 7 îles unies, en référence aux principales îles habitées de l'archipel ionien, soit Corfou, Paxos, Leucade ou Sainte-Maure, Céphalonie, Ithaque, Zante et Cythère ou Tchérigo. Cet État fédératif oligarchique était nominalement vassal du sultan ottoman Sélim III, auquel il devait payer un tribut trisannuel de 75 000 piastres, mais la Russie s'était réservé le droit de tenir garnison et de mouiller sa flotte dans les ports et forteresses de l'archipel. Les Ottomans conservaient de leur côté le contrôle des canons dits de terre, qui relevaient d'un fonctionnaire turc nommé par le divan, c'est-à-dire le conseil du sultan. Les Ioniens se gouvernaient par ailleurs de manière entièrement autonome pour tout ce qui touchait aux affaires intérieures de l'archipel. L'exécutif était constitué par un sénat de 12 membres répartis entre Corfou, Zante et Céphalonie, l'autorité suprême étant confiée à un prince-président élu par le sénat. La magistrature et tous les postes clés étaient aux mains de la noblesse, partagés entre seigneurs catholiques d'obédience romaine et de langue souvent italienne et archontes grecs orthodoxes. Après des siècles de domination italique et catholique, le grec fut institué comme langue administrative et par décret du tsar, l'orthodoxie grecque obtint un statut égal à celui du catholicisme. Parmi les gouvernants du nouvel État se trouvait le tout jeune Ioannis Kapodistrias, qui faisait ses premières armes en politique et qui fut notamment chargé d'organiser administrativement les îles de Céphalonie, de Leucade et d'Ithaque. Dès son installation à Corfou, la Russie s'était livrée à une habile manœuvre diplomatique pour assurer sa prééminence. Le tsar Alexandre Ier avait nommé au poste de consul le comte Georges Mocenigo, qui était une figure du parti aristocratique ionien, né à Zante d'origine vénitienne, qui comptait même des doges dans sa famille et était devenu russe après la disparition de la Sérénissime. Le statut de représentant officiel du tsar lui conféra une telle influence et une telle autorité qu'il devint virtuellement le gouverneur des îles ioniennes, aux grandes dames bien évidemment de l'Empire ottoman, mais aussi de la France qui cherchait à restaurer son influence dans l'archipel. L'existence de la nouvelle République fut officiellement reconnue par la France, l'Espagne et les Pays-Bas d'une part, par le Royaume-Uni de l'autre, lors de la signature de la paix d'Amiens, le 27 mars 1802, qui mit un terme définitif à la guerre de la deuxième coalition, les autres puissances alliées de l'Angleterre s'étant déjà préalablement retirées du conflit. Et au terme du traité de Constantinople, les troupes russes auraient dû en principe quitter Corfou dès la cessation des hostilités contre la France, mais en raison à la fois de l'importance stratégique de l'île et puis également des ambitions russes dans les Balkans, cette disposition resta lettre morte. En 1806, le sultan Sélim III, soutenu par Napoléon, qui cherchait à maintenir l'équilibre dans les Balkans et obtenir l'appui de l'Empire ottoman, profita de l'affaiblissement de la Russie consécutif à la bataille d'Austerlitz pour déposer les seigneurs pro-russes de Moldavie et de Valachie, deux États vassaux de l'Empire ottoman, et pour bloquer l'accès des navires russes à la mer Noire. Au cours de la guerre de 1806-1812 qui en résulta, la République septinsulaire constitua un atout précieux pour la Russie, qui leva des troupes et s'en servit de point d'appui pour ses opérations navales. Au terme des accords de Tilsit de juillet 1807, qui mirent fin à l'intervention française dans le conflit,
la République des Sept Îles et ses dépendances, ainsi que Qatar ou Kotor ou Monténégro, retournèrent dans le giron de la France, qui était déjà maîtresse des côtes italiennes et dalmates de l'Adriatique depuis le traité de Presbourg, et elle renforçait de la sorte sa position dominante dans la région. Et un mois plus tard, en août 1807, le général César Berthier débarqua à Corfou avec 4000 hommes, des 5e de ligne italiens, 6e de ligne français, 2 compagnies d'artillerie, 2 compagnies de sapeurs, ravitaillement et munitions, pour prendre officiellement possession des lieux au nom de la France. Le 1er septembre, il s'adressa au Sénat de la République pour lui signifier que les îles passaient sous la protection de la France, mais que rien n'était changé quant au fonctionnement administratif ou judiciaire de la République, les autorités constituées conservant toutes leurs prérogatives et fonctions. Mais les Corfiotes commencèrent cependant rapidement à douter de ces belles paroles lorsqu'ils virent les couleurs françaises et non pas celles de leur République flotter sur la vieille forteresse. La mission première du général Berthier était de rendre Corfou inexpugnable. Son successeur, le général Donzelot, continuera inlassablement d'en perfectionner les fortifications sous les yeux et les ordres directs de l'empereur, qui lui dictait la manière de construire ses lignes de défense, de placer ses batteries ou encore de disposer ses réserves de munitions et de vivres dans ses incessants courriers. La situation des Français devenait en effet de jour en jour plus critique, car répétant la manœuvre qui avait si bien réussi aux Russes et aux Ottomans 10 ans plus tôt, la flotte anglaise de la Méditerranée avait entrepris de reprendre aux Français le contrôle de l'archipel, en commençant à nouveau par les îles extérieures. Et en 1809, ils avaient déjà réussi à s'emparer de 6 des 7 îles principales, et seule la citadelle de Corfou, ainsi que la ville forte de Parga, sur la côte de l'Épire, demeuraient en main française. Furieux de la perte de ces territoires stratégiques et de la piètre combativité dont avaient fait preuve les troupes majoritairement locales affectées à leur défense, l'empereur était déterminé à conserver Corfou coûte que coûte. Il commença par dépêcher sur place ses plus capables ingénieurs militaires sous le commandement du major puis colonel Baudran, directeur des fortifications de Corfou, avec pour mission de dresser une carte exacte de tous les ouvrages existants et de planifier et d'en ériger de nouveaux sur les points faibles du dispositif, de manière à prévenir toute tentative de débarquement. Et bien sûr, parmi les jeunes officiers placés sous les ordres de Baudran, se trouvaient les 5 meilleurs élèves de la promotion de 1810 de l'École impériale de l'artillerie et du génie, dont le premier d'entre eux, Guillaume-Henri Dufour. L'empereur s'occupa ensuite de renforcer la garnison de Corfou en y envoyant 3 bataillons d'infanterie supplémentaires, soit à peu près 2700 hommes, qui furent détachés de 2 régiments de la Méditerranée sur son ordre express. L'effectif statutaire des forces placées sous le commandement du général Donzelot atteignit de la sorte quelques 13 000 hommes en septembre 1811. Mais si cet effectif était impressionnant sur le papier, il demeurait toutefois composé pour une bonne moitié de mercenaires étrangers à la loyauté douteuse et de supplétifs locaux dont l'instruction, la discipline et l'ardeur au combat laissaient à désirer, ainsi que les récents affrontements contre l'armée britannique dans le sud de l'archipel l'avaient démontré. En incluant les renforts fraîchement débarqués, le nombre de soldats proprement français en poste à Corfou se montait à environ 6 000 hommes, à savoir 6 bataillons d'infanterie, 2 du 14e léger, 4 du 6e de ligne, 2 compagnies de sapeurs et 2 compagnies d'artilleurs. Le solde de la garnison était constitué de 2 bataillons du régiment d'Isambourg,
qui était aussi appelé le 2e régiment étranger et qui était presque intégralement constitué de prisonniers de guerre, allemands, autrichiens, polonais ou russes, tombés aux mains de l'armée française pendant la campagne d'Allemagne de 1815. Il y avait au surplus encore un bataillon italien et les unités supplétives locales, à savoir le régiment albanais et les troupes septinsulaires. Néanmoins, pour précipitées et imparfaites qu'elles furent, ces mesures défensives d'urgence suffirent à tenir les Anglais éloignés de Corfou jusqu'à l'abdication de l'empereur le 6 avril 1814. Au terme du traité de Paris, le 30 mai 1814, le mandat de protecteur des îles Ioniennes échut alors au Royaume-Uni, qui était censé l'exercer au nom de l'ensemble des puissances coalisées. Ce protectorat sera confirmé par le Congrès de Vienne en 1815 et durera un demi-siècle jusqu'au transfert de souveraineté de l'archipel au nouvel État grec en 1864. Et la garnison française, et d'ailleurs l'ensemble des ressortissants français, quitta Corfou à destination de Toulon le 25 juin 1814 avec les honneurs, sans avoir capitulé, à bord des navires du contre-amiral Cosmao Kerjulien, commandant de l'escadre de la Méditerranée, qui avait été chargé de les rapatrier en France. Voilà, merci pour votre attention. Le Berthier, c'était le maréchal Berthier, prince de Neuchâtel, non? Non, c'est un autre Berthier. César Berthier, c'est un autre Berthier. Par contre, il a aussi été prince, mais du Valais, quand le Valais a été rattaché à l'Empire français. Et puis en fait, il a été viré de Corfou en raison de son comportement un peu excentrique. Il avait laissé tomber son uniforme, il s'habillait à la manière d'un sultan ou d'un pacha ottoman, il menait une vie à l'orientale avec un harem et tout un bazar, donc il s'était fait les inimitiés de toute la population de la ville, et puis au bout d'un moment, Napoléon en a eu marre. Et puis il a décidé de le faire revenir en France et de le remplacer par Donzelot. Le fort que Dufour a particulièrement bien connu, c'est en effet la nouvelle forteresse, parce que ces hommes, sa compagnie y étaient stationnés, c'était là-bas qu'ils se rendaient pour leur faire les exercices et les manœuvres quotidiennes. Et puis c'est donc là aussi qu'il a eu l'occasion d'intervenir pour empêcher l'extension de cet incendie. Tout le monde s'était déjà éloigné. On avait même sorti les bateaux du port parce qu'on craignait que l'explosion prenne des... C'était vraiment le feu n'était pas dans la poudrière principale, mais il était juste à côté. Et donc ils ont réussi en repoussant devant eux de la terre avec des pelles, à stopper la progression des flammes, puis ensuite ultimement à l'éteindre. Peux-tu nous rappeler combien de temps le général Dufour est resté sur l'île? Alors il est arrivé à la fin de l'année 1810, en décembre, et il est resté jusqu'à ce que l'île passe sous le contrôle des Anglais en juin 1814, donc il est rentré en France avec la flotte du contre-amiral Kerjulien. Pourquoi c'est Corfou qui était la plus importante pour le contrôle de la mer? Parce qu'il y avait d'autres îles. Pourquoi c'est elle? Alors, précisément parce que, en raison de la nature des courants et des vents, si on voulait essayer soit d'entrer, soit de sortir de l'Adriatique, on est obligé de passer assez près de Corfou, parce qu'on ne trouvait pas les conditions nécessaires le long de la côte italienne. Et donc, à partir de Corfou, comme tout le trafic passait à proximité, on avait forcément tout le contrôle. Mais un peu plus au sud, l'île de Zante ou de Leucade était
Alors, il n'y avait pas de base, de véritable forteresse ou de base navale, mais en termes d'importance stratégique, le Leucade était la deuxième île la plus importante de l'archipel, parce qu'on voit qu'avec Céphalonie, elle contrôle le passage qui mène jusqu'à Athènes, aujourd'hui capitale de la Grèce, mais à l'époque sous occupation ottomane. Alors donc dans mon introduction militaire, on a parlé de cartographie. Alors la cartographie précise était importante pour deux raisons. La première, c'était qu'il fallait que les décideurs à Paris aient une vision exacte du terrain pour prendre ensuite les bonnes décisions, où implanter les ouvrages, quels points fortifier, et donc tout ce qui concernait la planification future. Mais avoir une carte précise était aussi important opérationnellement pour une autre raison, c'est que vous pouvez tirer juste et rapidement avec des canons que si vous connaissez précisément les distances et les différences de hauteur entre votre pièce et le but. Donc c'était les deux raisons fondamentales pour lesquelles Napoléon avait mis tant d'importance à la cartographie de Corfou. Et d'ailleurs, on voit qu'évidemment, ils sont allés au-delà de la ville et au-delà des ouvrages vénitiens, mais ce qui importait, c'était vraiment d'avoir une vision exacte de tout le périmètre à défendre et de s'assurer qu'il n'y ait aucun point faible où les Anglais puissent débarquer par surprise. Et donc, c'est en raison de l'importance de ces travaux que Napoléon a affecté à la brigade topographique de Corfou les meilleurs éléments dont il disposait, c'est-à-dire en fait les 5 premiers élèves sortis de la promotion de 1810 de l'école d'artillerie et du génie. Et puis donc justement, le travail qu'ils ont fait sur place va être l'objet de la seconde présentation, qui est celle de Marie, à qui je cède la parole. Bon, eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. J'ai plaisir à retrouver ceux qui parmi vous ont partagé Corfou 2 fois, en 2017 et puis l'année passée, et en 2014. Donc moi je vais vous raconter l'histoire du célèbre plan qui se trouve à la bibliothèque de Genève et qui est conservé et qui est vraiment une pièce rare à plusieurs égards. Alors racontons l'histoire au départ. Guillaume-Henri Dufour rêve de Napoléon, de se faire partie de la Grande Armée, et au nom de ça, et parce que Napoléon l'a autorisé, les Suisses peuvent présenter leur candidature à l'école polytechnique. Donc il y entre en décembre 1807, et il portera l'uniforme patérique que vous voyez là, la tenue quotidienne et celle des jours d'apparat. Il reste là 2 ans. Le bâtiment que vous voyez au fond, c'est là où se trouve le grand amphithéâtre. Donc j'ai pris cette photo un jour de Journée du patrimoine, et c'est vu de la maison du directeur, pas du tout de la rue Descartes où on voit toujours une porte comme dans les forteresses. À droite de la photo se trouvent les salles de travaux dirigés et les appartements sont plus loin. C'était un très grand domaine, l'école polytechnique. Alors, une fois sorti, donc fin 1809, Dufour rentre à l'école d'application de Metz, école dont le programme mixte entre l'artillerie et le génie a été fixé en 1807. C'est-à-dire qu'au moment où il rentre à Polytechnique, on prépare pour la patrie, la science et la gloire. Les élèves à faire maintenant, la patrie, des travaux effectifs et utiles, pour la gloire aussi. Et le travail est bien mixte entre les 2 armes. Alors faisons quand même quelques remarques. L'enseignement est très précis, il est contrôlé sévèrement, et la progression des élèves est évaluée dans toutes les matières avec une précision vraiment importante. Je ne peux pas employer d'autres termes. Alors une section concerne 5 élèves,
qui seront intégrés au corps des ingénieurs géographes du dépôt de la guerre, c'est-à-dire ceux qui feront les travaux pour toute la France et pour tous les États où Napoléon aura envie d'aller. Alors le corps des ingénieurs géographes a été fondé par Vauban et il a été supprimé quelques années après le départ de Napoléon. Aujourd'hui, il a été confié à l'artillerie, c'est-à-dire c'est l'artillerie française qui s'occupe des cartes. Comme a dit Jean-Pierre, c'était quand même le plus utile. Alors, chaque trimestre, le ministre est informé des progrès en dessin et mathématiques des meilleurs élèves. Et s'il travaille mal, il met les noms. Donc ça, je l'ai fait sur la très intéressante correspondance du général Sanson, qui dirige à l'époque le dépôt de la guerre, et qui, le 5 mars 1810, écrit ça. Alors, ça doit être le général Clark. Alors, Dufour ne fait pas partie de ceux qui sont critiqués, je précise. Alors, dans le programme d'application de Metz, on va citer un exemple important et qui est très bien illustré par le sujet d'aujourd'hui. C'est le manuel qui indique comment on va construire une forteresse permanente. On pourra d'ailleurs construire des forteresses temporaires. Et dans les documents qu'on verra après, il parle aussi de forteresses demi-permanentes. Je n'ai pas vu de document. Simplement, la page de gauche, comme vous voyez, eh bien, représente, je ne sais pas trop, on dirait deux bastions l'un à côté de l'autre. Alors Jean-Pierre, peut-être tu pourras me donner une explication après, mais enfin, ils sont l'un derrière l'autre. Ce n'est pas une configuration que j'ai vue souvent. Peut-être dans un fort détaché, en tout cas tout autour, on est bien avec le terrain représenté en cours de niveau. C'est donc toute l'histoire du plan qui est à Genève. Alors, en bref, puisque Jean-Pierre l'a très bien écrit, les îles Ionières sont en guerre, il y a des attaques tout le temps, donc ça veut quand même dire que les troupes qui sont à Corfou ne sont pas dans la tranquillité. Ensuite, il y a des contingents qui arrivent, dont celui où se trouve Dufour. Mais là, il y a un homme clé dans la vie de Dufour, c'est le général Baudran, sur lequel j'insisterai particulièrement parce que je fais d'autres travaux de recherche sur des archives, en particulier les Pays-Bas, ou ce qu'on appelle les Provinces-Unies, un peu la Belgique, un peu l'Allemagne. Mais un travail comme Baudran, aux mêmes époques, je trouve que c'est vraiment un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage délégué, si c'est un terme qu'on connaît en Suisse. Et donc, il a pour mission, à partir de 1808, effectivement, de recenser les ouvrages existants. Et le document que vous avez devant vous a ceci d'important, c'est que ce n'est pas du tout les légendes qu'on trouve d'habitude à gauche des cartes. C'est bien les points de ce qui existe, mais alors c'est surtout l'état des lieux. C'est-à-dire que c'est un vrai état des lieux. Vous pouvez regarder tous les points, il y a tout ce qui ne va pas. Bon, et en ça, je trouve que Baudran, s'il est harcelé, comme a dit Jean-Pierre, par Napoléon qui s'occupe de tout, il dit les choses comme elles sont, et il emploie une phrase de Vauban que je vais reprendre même s'il ne la connaissait pas. Il avait dit au roi, quoi qu'il arrive, je vous dirai la vérité, quitte à ce que vous me mettiez dehors. Mais je serai honnête avec vous. Il l'a dit sous une forme plus littérale de vieux français, mais ça voulait dire la même chose. Alors, Dufour, au début, fait des travaux du génie. Donc, ses correspondances sont très intéressantes. Et je ne les ai pas lus à la bibliothèque de Genève, mais j'en ai lu de nombreux extraits dans plusieurs ouvrages qui sont au Salon Dufour. Et il dit qu'on terrasse beaucoup. Il découvre le commandement des hommes, pas toujours facile, parce qu'à l'école polytechnique, on ne commande pas ses camarades, hein, ou alors en exercice, mais le vrai commandement, tout le monde le sait parmi vous, c'est le jour où on a une équipe, hein, elle est comme elle est, et on ne la connaît pas à l'avance. Et puis il effectue quelques levées. Alors il travaille déjà cependant sur ce qui est à autoriser en préparation, alors je vais dire en avant-projet sommaire, que Napoléon a déjà accordé avec la construction de 5 à 6 redoutes impériales, c'est de son écriture. Il paiera les troupes qui sont en renfort au fort Saint-Sauveur, à l'île de Vido, et il demande aussi qu'on aménage la place devant la forteresse des blindages et autres points. Alors effectivement, dans les cartes qu'a commandées Baudran, il a fait demander des cartes anciennes, notamment des cartes italiennes, et notamment une au dépôt de la guerre, dont j'ai trouvé la trace de la commande, les anciens États vénitiens.
Et Corfou est le lieu idéal pour attaquer. Alors moi je vais ajouter peut-être, je ne suis pas militaire, mais à Corfou il y avait un gros avantage, c'est qu'il y avait l'île de Vido, ça sert de base. Hein. C'est-à-dire les plans d'attaque des Turcs, les plans d'attaque des Vénitiens, on voyait bien qu'ils stationnaient là. Alors le mot base en ce moment a pas une valeur qui est très agréable à entendre, mais malgré tout, on peut faire relais à cet endroit-là et préparer l'attaque, sans doute. Alors, le 6 avril 1811, parce qu'en fait, Dufour commence à travailler en janvier 1811 et non pas le jour de Noël, eh bien, en avril, on apprend donc que Napoléon dit au ministre de la Guerre d'établir des nouveaux ouvrages, alors sur des lieux qu'il cite. Et là aussi, il dit, eh bien, aussitôt que le comité aura tracé, ça veut dire dessiner, ça veut dire préparer, décrire le terrain et rédiger cette instruction, vous la soumettrez à mon approbation. Donc ça, on est en avril 1811. Alors, soulignons quand même un point important, avant de commenter cette carte qui est très rare. Pendant que Dufour faisait ses travaux de terrassement, il est arrivé qu'il trouve, tout le monde le sait, des restes romains, des pièces, des morceaux de statues, etc. Et c'est Michel Politis qui l'a rappelé à son intervention à Polytechnique, il a arrêté les travaux, disant ça c'est pas notre métier, on garde. Or, la ville de Corfou est au patrimoine mondial et la ville comprend la citadelle qui est qualifiée de vedette dans le dossier de Icomos, et le temple d'Artémis. Donc, merci Dufour pour le patrimoine mondial. Alors maintenant, cette carte, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Alors, elle a été numérisée par le service historique de la Défense parce qu'elle doit être en très piteux état. Et comme vous voyez, elle est en hachure. Donc, on ne voit rien. Comme a dit Jean-Pierre, là, c'est une grande carte, mais les petites cartes, et il y a des détails de l'île de Vido, par exemple, que j'ai vu, on ne voit pas grand-chose, hein, même si la carte, si le plan plutôt de l'île de Vido est sur une grande feuille, c'est pas précis. Alors, Napoléon a signé cette carte parce que la figure réellement la défense de la place de Corfou, avec un espace beaucoup plus large, parce que le plan qui est à Genève est sur un nombre de kilomètres beaucoup plus réduit. Donc ce n'est pas l'échelle. Mais là, il y a un petit peu plus bas les travaux décidés et la carte de Napoléon, ce qui a scandalisé les géographes que je connais quand je leur ai parlé de cette carte. Donc rentrons dans le vif du sujet. Un jour, Dufour apprend qu'il va en l'île de Vido remplacer un camarade et il me semble, je me rappelle que ce sont plutôt des reconnaissances de terrain pour y faire peut-être les travaux qui sont ordonnés par Napoléon. Et il apprend que il va aller faire le plan de la place de Corfou, pas de la ville. Hein. Elle est très peu intéressante côté défensif, la ville, c'est bien la place, et peut-être celui de toute l'île. Et ceci sous le commandement de Baudran, dont les projets sont acceptés. Alors, voilà comment se présentent les choses. Le lever qui figurera dans le dossier des travaux, il est daté de 1812. Mais un lever de l'île de Corfou, ça ne se prépare pas en 3 jours. Hein. Ça commence très tôt. Donc ça a dû commencer, avril, on démarre, juin, on a l'accord de Napoléon. Et donc, qui pouvait faire ce travail? Les meilleurs élèves de Metz, puisque c'est les meilleurs en tout, mathématiques, dessin, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Guillaume-Henri Dufour qui est le maître de l'ouvrage topographique. Et l'équipe se compose donc en général de 5 personnes, 2 qui font la triangulation, 2 arpenteurs avec les petites chaînes qui étaient une mesure réellement valide, sauf peut-être les jours de grande chaleur, et puis celui qui reporte sur les tablettes. Alors une tablette, c'est l'image que vous avez à droite. Celle-là, elle a appartenu à Pierre le Grand. Elle figurait à l'exposition de Trianon. Je n'ai pas trouvé d'autres photos aussi bien faites que celle-là. Alors, ce sont toujours des feuilles qui ont toujours la même dimension, sur lesquelles on va reporter les informations mesurées. Et puis, à côté, il y a un carnet
de relevé. Alors j'ai vu celui du relevé que vous allez voir. Il est écrit de la première ligne de la première page jusqu'à la dernière ligne de la dernière page et signé Baudran. Mais il est épais comme ça. Ceci pour le document que vous allez voir. Alors, il y a effectivement un relevé, mais ce n'est pas celui que vous verrez qui est à la BNF. En fait, quand on instaure les lignes, les courbes de niveau comme représentation du terrain, c'est très nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la règle, les équations de Gaspard-Monge pour faire le calcul de ce qui sera représenté, de ce qui sera mesuré. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes. Il y en a une notamment qui n'a pas bonne réputation chez nous, c'est l'Aspedia. Il y a effectivement un professeur qui s'appelle Claire, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui a une mission précise, c'est de faire un plan relief de l'Aspedia qui est en paix. Le roi de Rome et Napoléon. C'est un travail de débutant, mais malgré tout, il y a des choses comme ça. Simplement, il n'y en a pas que là non plus. À partir du moment où les courbes de niveau sont mises au programme de l'école polytechnique, il y a déjà des petits travaux à l'école, mais il y en a surtout à Metz. Ce qui fait que quand le 1er janvier 1812, Baudran envoie des documents, ce n'est pas le plan que vous avez à Genève, c'est des croquis. Ce sont des ébauches. Ce sont diverses parties de tout ce qu'il faudra faire à Corfou. Alors, à Polytechnique, en septembre dernier, j'avais mis beaucoup de documents de ce type. Ici, ça n'avait aucune importance. J'ai choisi le plus important, justement. C'est que le 1er janvier 1812, alors que le relevé qui est le plus connu de toute l'île n'est pas encore terminé, Baudran rédige un rapport de 87 pages. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas photographié. Et là, il y a tout, mais tout, vraiment. Le prix, les matériaux, chaque ouvrage, chaque fort qui n'existe pas encore, chaque fort qu'il faut renforcer. Et Baudran lui dit bien qu'il présente l'état véritable des choses sans rien omettre d'essentiel. S'adresser comme ça à Napoléon, je ne l'ai pas vu dans les autres pays. C'est vraiment, voilà. Et là, ici, se trouve marqué plan de nivellement sur ce document. Mais en fait, pour moi, c'est un croquis parce que un plan qui va servir sur le terrain, il y a des couleurs codifiées, il y a des écrits codifiés. Là, c'est un peu une ébauche. Alors voilà, par exemple, à droite, le fort de Sexe. Donc vous voyez bien que ça ressemble bien à un fort, n'est-ce pas? Vous avez les courbes de niveau, et les courbes de niveau, on marque dessus la mesure. Donc, cette mesure, elle peut être connue, donc aux artilleurs en particulier, mais pas que. Et voilà comment on procède. Ben, avant, on mesurait les hauteurs et on les représentait en hachures. Là, maintenant, on les met sur un plan et on met les mesures sur chaque ligne, du moins au départ, avant de faire la carte. Et des documents comme ça, j'en ai vu, écoutez, une bonne dizaine à Vincennes. Les croquis, ça tient 4 rangs de chaises. C'est donc des ouvrages fragiles. C'est agréable à regarder parce qu'on se dit, bon, on sait que celui qui dessine, c'est du foie. Parce que là, il n'y a pas à discuter ce qu'il dit. Et voilà ce qu'on trouvera dans le commentaire topographique du document suivant. Alors, je vous le repasse un peu parce que c'est très long. C'est du langage de topographe, hein. C'est-à-dire un topographe écrit dans sa langue personnelle et il parle de côtes, il parle de signaux. Les signaux, c'est les points géodésique pour ceux qui savent. Et il dit quel matériel il a utilisé. Simplement, le relevé que vous allez voir de loin, il présente une caractéristique là aussi qui est très rare. C'est que le dessin représente l'ancien relevé, qui est noir. Et
il est parallèlement avec les nouvelles côtes qui lui est en trait rouge. Ce qui veut dire qu'à partir des anciens plans, parce que Baudran les a demandés, tous ces anciens plans, ils sont bien à Vasseur, il refait le dessin en disant voilà ce qui existe avec le levé ancien, et voilà ce qu'on veut faire avec le levé rouge. Alors voilà comment ça se présente aujourd'hui. C'est une table de lecture de Bibliothèque nationale, alors je pense que c'est à peu près la même chose à Genève. Ce sont les vraies feuilles sur lesquelles Dufour a reporté le commentaire topographique qui est écrit, mais aussi toutes les triangulations, tous les points qui vont être pris en compte, donc les plus hauts. Il n'y en a pas beaucoup à Corfou, mais il y en a quand même. Et sur ce relevé, la citadelle, c'est un timbre-poste. Ce qui veut dire qu'après, il y a eu d'autres relevés beaucoup plus précis, toujours avec les courbes de niveau, ouvrage par ouvrage. On ne fait pas un relevé de terrain comme ça, en partant des premières constats de toute une. Donc le travail est énorme. Parce que même aujourd'hui, les outils des géomètres que certains ont vus au coin de la rue, la visée, la tablette, un petit peu comme celle-là, mais elle est électronique, c'est pas si simple. C'est pas si simple de faire un bon travail, surtout pour des militaires. Un architecte qui se sentira toujours s'il y a une erreur, mais pas devant l'ennemi. Donc voilà. Alors vous avez à gauche, vous avez le commentaire topographique qui était écrit sur le slide précédent. Et il est bien écrit que le ministre l'a reçu en août de 1812. Là, le problème des dates est très difficile dans ce dossier. Parce que le 1er janvier, Baudran envoie un grand dossier avec beaucoup de documents. Il dit à l'empereur c'est comme ça. Mais après, il y a eu d'autres dossiers, et d'autres plans, et d'autres copies. Là, vous avez un des points importants qui est la tour San Stefano. Donc, ce que vous voyez dans la partie la plus basse, c'est un morceau de l'île vers la rive albanaise, c'est-à-dire l'autre trait de l'autre côté, c'est l'Albanie. C'est pas des amis, hein. Donc, et tout en bas, vous avez, c'est très difficile à lire de loin, Pantocrator. Alors, Pantocrator, c'est le point le plus haut de l'île. Là, c'est du langage de topographe, mais il faut lire, j'ai eu du mal, hein, franchement. La sommité, vers est, il y a, alors est 6A, entre parenthèses tri, ça veut dire vers les points que le topographe, à lui, considère dans son texte, a été la chapelle Pantocrator, ou ce qui s'appelait aussi Saint-Sauveur, et elle est déterminée comme le point le plus élevé déjà en 1722. Simplement, il dit qu'à ce jour, la hauteur réelle du mont Pantocrator, c'est 908,72 mètres. Aujourd'hui, malheureusement, sur ce très beau monastère que nous avons visité, il y a les pylônes de la télévision qui gâchent tout et qui sont toujours là. Voilà donc ce document important qui a une histoire qu'il faut connaître aussi. C'est que si on l'a trouvé, c'est vraiment un miracle. Parce que ça faisait bien partie des dossiers envoyés par Baudran. J'ai demandé à la BNF comment ils l'avaient acquis. Ils m'ont dit on l'a retrouvé dans un lot de libraires spécialisés au milieu d'un stock de livres que le libraire donnait à la BNF. Vous voyez des caisses arriver, puis au milieu, on déplie des feuilles en piteux état, parce que ce que j'avais vu en 2017, c'est pas la belle restauration qui est dans les photos précédentes. C'était papier abîmé, on voyait à peine l'encre. Là, tout a été bien restauré, et bientôt, ça sera sur le Gallica. Alors voilà ce qui après deviendra l'objet dont nous allons nous entretenir un peu plus. Que dit Dufour? Ce plan. C'est un plan parce que ça ne représente pas toute l'île, mais un morceau seul. Fait par moi dans les années 1811-1812. Ça veut bien dire que le travail de relevé a commencé en 1811, au moment où on parle des travaux à faire. Et puis qu'il est fait avec plus de croquis. Un jour, tout le monde est d'accord sur ce qui sera vraiment construit. Et ce qu'a fait Dufour, en fait, c'est
un plan où le système des courbes a été appliqué. L'original est bien au dépôt de la guerre, oui, c'est là que je l'ai trouvé. Seulement, ce qu'on cherchait en original, c'est un terme qu'on emploie quand on édite quelque chose, on le reproduit. Alors, en fait, l'original d'une carte, et là le général Sanson le décrit bien, il part de la feuille. Donc on fait des bandes. On fait des bandes. Et là, il y a un écrit de Baudran qui dit bien que l'ensemble que vous avez là, qui forme la carte, enfin qui forme le plan, c'est-à-dire que c'est très mal orienté. Seulement lui, il décrit un travail d'officier du génie, il dit voilà les bandes qui sont faites, mais il faut coucher la presqu'île de Chrysopolis, relever celui qui représente l'île de Vido, et là, si on revient en arrière, on a ça, en 32 bandes. Donc moi j'ai cherché pendant quelques années quelque chose qui se pliait aux archives nationales, aux archives de la marine. Voilà. Mais en fait, vous avez vu cet ensemble où Baudran dit bien que ce travail a été fait par les officiers du génie. Et Dufour, dans ses notes, après, dit bien nous y avons tous travaillé. Il dit aussi ceci d'intéressant qu'il est le premier avec celui de l'Aspedia où le système des courbes horizontales a été appliqué. Oui, d'accord. Seulement, l'Aspedia, c'est pour construire un plan relief. Un plan relief, ça ne s'emmène pas sur le champ de bataille. Ça sert à réfléchir, ça sert à attaquer. Alors, l'association Vauban, dont je fais toujours partie, est liée directement au musée des plans reliefs à Paris. Un plan relief, c'est fait pour être dans un bureau, la situation de room, comme on dit peut-être en ce moment, mais ça ne s'emmène pas sur le champ de bataille. Par contre, ce qu'a fait Dufour, c'est un ouvrage de tactique militaire. C'est fait pour combattre. Donc, effectivement, j'avais déjà vu ces dessins. Bon, j'ai pas du tout fait le rapprochement, j'en conviens, avec le mode d'impression des cartes. Mais voilà l'original de la carte. Voilà l'original du plan. Bon, je ne vous ai pas tout mis parce qu'il y a beaucoup de bandes. Mais voilà le haut de la carte où on met le plan général de la place de Corfou. Voilà la citadelle avec la place, avec la ville. Et là, si vous voyez bien la carte, ça colle au 10e de mille. Alors pourquoi faire des bandes? Parce que ça vient effectivement des feuilles, mais ce n'est pas la seule raison. Parce que les dessins, tels que vous les voyez, c'est comme pour toutes les reproductions de peinture. Hein. Mais on fait d'abord des gravures couleur par couleur. Les graveurs, ils n'ont pas les mains pour travailler sur des plaques de cuivre sur lesquelles ils seraient penchés, vu la dimension. Donc, ils travaillent sur des calques, et les calques, on les met sur les bandes. Et on trace. Ce qui est dans la couleur que l'on recherche, soit le noir, soit le rouge, soit le bleu. Toutes les couleurs sont codifiées dans les règles de la topographie, mais aussi dans le programme commun de Messon. Il y a vraiment ce qui convient. Et ce que vous avez là est donc le résultat de travail des graveurs du dépôt de la guerre. Parce qu'il n'y a que le dépôt de la guerre qui peut sortir une carte. Le ministre de la guerre reçoit les bandes, parce qu'il n'y a pas que les cartes, le plan de Corfou qui a été fait comme ça. Il reçoit les bandes, il dit que ça va, si ça ne va pas, on refait. Et puis, après, on met les calques sur des rouleaux, et couleur par couleur, on imprime ce qu'on appelle en général les cartes, et là, on a bien le plan de Corfou. Alors, oui, vous avez un exemplaire ici de la carte du plan de Corfou, mais la question que je me suis posée, c'est que tout cet échange entre Baudran, Napoléon et Donzelot et les autres, c'est un moment de guerre. Les cartes de l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il est certain qu'il y a eu plusieurs exemplaires, notamment pour Napoléon qui a dû vouloir la sienne, mais a-t-elle été diffusée? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas trouvée dans le registre du dépôt de la guerre.
Et je n'ai pas trouvé non plus dans les commandes faites au dépôt de la guerre de la carte de 1818 qui est à Genève, puisque elle est marquée en édition 1818. Hein. La carte elle est 1812, mais l'édition 1818. Donc c'est pour ça que je pense que ce qui est à Genève est très rare. Et je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'autres. En tout cas, à l'OSHD, il n'y en a pas du tout. Et pourquoi il n'y en a pas du tout? Eh bien parce qu'au moment où les Anglais ont repris Corfou, il a fallu que la France rende toutes les cartes. Et en fait, ce qui est à Vincennes a été rendu. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on a rendu tout ce qui est là, et il y a plusieurs correspondances que là aussi je vous épargne, que je n'ai pas copiées. Mais on a là donc à la fois le relevé de toute l'île, qu'on a retrouvé par miracle. Il y a le plan de la place de Corfou qui est à Genève. À mon avis, c'est le seul qui reste. Je ne peux pas l'affirmer, mais en probabilité, vu toutes les destructions qu'il y a eu à travers les époques, je pense que c'est la seule qui reste. Donc la voilà. Elle est... Là, j'ai repris quand même la reproduction qui a été utilisée dans nos dernières actions. Et donc voilà, Dufour a bien fait le premier plan à courbe de niveau, qui est un outil de tactique militaire. Je le déclare. Alors voilà Michel Politis, qui est donc conseiller municipal de Corfou et membre de la Fondation Albert Cohen. Et c'est bien conservé au château de Vincennes, et le bâtiment que vous voyez à gauche, c'est la salle de lecture où on peut voir ça. Et puis, écoutez, rêvant jadis de la Grande Armée, Dufour quitte Corfou, officier du génie, ingénieur topographe géographe, face à l'ennemi par tous les temps. Alors ça, c'est une phrase de lui, qui figure dans les instructions sur le dessin des reconnaissances militaires à usage des élèves de l'école fédérale, donc l'école de Thun, que j'ai visitée avec notre ami. Et c'est de lui. Il dit qu'un topographe, il est un ingénieur géographe topographe, il l'est vraiment s'il est capable de faire son travail à cheval, debout, par tous les temps, face à l'ennemi. Voilà. Donc, ça c'est le bureau de Carousse. Voilà l'histoire. Mais je prends la responsabilité de dire que cette carte est très rare et que Dufour est sûrement le premier à avoir sorti quelque chose qui est un outil de tactique militaire. Alors je dois remercier la conservatrice de Genève, parce que c'est quand j'ai été photographier la carte au mois de janvier qu'elle m'a dit, je lui ai dit c'est un outil de combat, non, c'est un outil de tactique militaire. Voilà. Si on reprend la carte d'avant, qu'est-ce que les Français ont vraiment construit? Alors en fait, ils ont essentiellement fortifié l'île de Vido. Pendant l'offensive d'Outchakov en 1798-99, c'est quand les troupes turco-russes, en fait essentiellement turques, ont réussi à s'emparer de l'île de Vido et puis y mettre des batteries d'artillerie qui ont pu prendre la vieille forteresse à feu croisé avec les batteries de terre, que la bataille a commencé à être perdue. Donc aussi bien Napoléon que Baudran que Donzelot étaient parfaitement au courant qu'en cas d'attaque britannique, il fallait tenir Vido. Alors en fait, on y est allé avec Marc. Alors malheureusement, il ne reste plus rien du tout des ouvrages qui avaient été construits à l'époque, parce que les Britanniques ont tout fait sauter avant de rendre les îles Ioniennes à la Grèce. Mais on sait qu'il y avait, alors on le voit sur la carte Dufour, qu'il y a une série de redoutes qui ont été construites le long de la côte. Et puis on voit également que sur les... D'ailleurs, je me demande même si ce qu'on voit aujourd'hui ne date pas de l'époque. Sur certains endroits où c'est relativement facile de débarquer, il y a des espèces de rangées de pieux épointés pour empêcher un débarquement. Ensuite, l'autre point critique, c'était la région des Salines. C'est au sud de cette espèce de grande baie. Et puis d'ailleurs, on voit un système défensif qui est constitué par une espèce de chaîne de redoutes. Donc ça, c'est tout alors ça c'est un des forts vénitiens. Mais par contre, toute cette ligne de défense
et cette redoute n'existait pas à l'époque vénitienne. Bon, sur Vido, on distingue quelques-uns des ouvrages principaux, et puis ils ont également ajouté, en avant de la ligne de forts séparée, une série de redoutes. Ça, c'est tout ces 4 ou 5 ouvrages fortifiés n'ont certainement pas tout été réalisés, mais ça également dans cette zone, c'est le résultat du travail des Français. Alors on sait que Dufour a travaillé dans la zone des Salines, là ça s'est infesté de moustiques, et puis il y a attrapé la malaria. Et en fait, il en a été guéri par le remède de cheval que lui avait donné son infirmier au moment où il a été grièvement brûlé. Il lui avait administré en une seule fois toute la dose d'opiacés qui était prévue pour une semaine. Donc il est devenu d'abord aveugle, il a récupéré petit à petit la vue, mais par contre cette sorte de traitement de cheval lui a fait passer pour toujours la fièvre malarique. Donc alors je ne sais pas si les médecins d'aujourd'hui conseilleraient ce genre de traitement, mais en tout cas dans son cas ça a marché. Donc on sait qu'il a travaillé dans cette zone, puis effectivement c'est aussi lors de ses travaux dans cette partie du terrain qu'il a mis au jour les vestiges de la paléopolis de l'époque grecque et du temple d'Artémis. Mais donc essentiellement, oui, le gros souci de Napoléon, c'était, et puis des défenseurs, c'était d'empêcher un débarquement sur un point non surveillé. Donc là, clairement, c'est un très bon endroit. Vido, évidemment, celui qui tient l'île, il a de très bonnes positions pour bombarder la citadelle. Et puis il y a également au nord de la ville quelques endroits, des petits ports qui peuvent se prêter à des débarquements. Donc on voulait éviter qu'il puisse y avoir des opérations surprises. Mais après, bon, je veux dire, sur ces cartes, il faut travailler un peu par différence. C'est-à-dire qu'il faut essayer de prendre les cartes anciennes, de regarder ce que les Vénitiens ont construit, puis après d'essayer de voir ce qu'il y a de nouveau. À noter qu'on a eu l'occasion d'inaugurer une place, Guillaume-Henri Dufour, à Corfou, pas loin des fortifications qu'il avait construites. Pas très loin des fortifications d'enceinte vénitiennes, des ouvrages avancés qui servaient justement de ligne de défense supplémentaire. Et puis il reste de cette époque un mur de tirailleurs qui est aujourd'hui le soubassement et puis le mur du jardin d'une maison privée, où on allait prendre l'apéro d'ailleurs, et qui porte encore la date de 1813. Donc c'est très possiblement un des... Alors c'est pas une redoute, hein, c'est un mur de tirailleurs, c'est un mur suffisamment épais pour arrêter une balle, et puis qui présente à intervalles réguliers des ouvertures verticales qui sont étroites vers l'extérieur, puis évasées vers l'intérieur, de telle sorte qu'un fantassin puisse tirer debout ou agenouillé, tout en étant protégé le mieux possible des tirs adverses. Donc c'est un vestige qui reste juste à côté de l'endroit de la place Guillaume-Henri Dufour de Corfou. Nouvelle constatation, cette place du four n'était pas répertoriée sur aucun plan et aucun chauffeur de taxi ne savait qu'elle existait. Donc ça c'était il y a 2 ans. Donc espérons que maintenant, en plus il n'avait jamais entendu parler du Dufour. On avait expliqué que c'était le héros suisse. Voilà. Et puis qu'il avait fait beaucoup pour la défense de la Grèce. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une consul honoraire de Suisse à Corfou, et qui s'appelle Carole Kasfilkis-Lehmann, et avec laquelle on a pris l'engagement. Le prochain point fixe à Corfou, c'est de manger la raclette sur la place du four le 1er août. Canicule d'aujourd'hui, grosse raclette sur la place du four à Corfou. Peut-être que là, les gens viendront en taxi et que les taxis se souviendront de l'odeur du fromage. Cette carte, c'est la première carte en tant qu'outil tactique militaire. Vous voulez l'application de courbe de niveau. Donc, comme elles ont été enseignées à partir de 1807, parce que Napoléon exigeait qu'on le fasse, on passe au cas, il fallait polytechnicien.
Il y a très peu d'équipes. Ouais, alors, C'est la première carte de tactique militaire à partir du moment où ça a été dans le programme d'instruction de l'armée française. Avant, on est en chure. Et d'ailleurs. Avant, les militaires n'avaient pas de carte sur eux. Si, c'était davantage des dessins de situation que des cartes. C'est la première véritable carte de tactique militaire. Qui est utilisable pour tirer, et pour prendre des décisions. Après, quand on construit un ouvrage, il faut naturellement avoir des plans détaillés de l'ouvrage. Par contre, les représentations du terrain étaient souvent purement symboliques. Il y a une colline ici, il y a un point bas à tel endroit, mais à quelle distance, quelle profondeur, etc. Ça, il a fallu attendre l'apparition des techniques topographiques pour situer précisément les objets dans le terrain. Et ensuite, au début du lever des cartes topographiques, les hauteurs étaient représentées de manière assez approximative. On faisait des hachures plus ou moins serrées selon l'angle de pente. Donc ça disait, on savait à peu près où était le sommet, on savait à peu près où était la base, mais on ne savait pas grand-chose de ce qui se passait autour. Et puis c'est vraiment quand on a commencé à utiliser des courbes de niveau, où on a été en mesure de déterminer avec précision non seulement les distances, mais également les différences de hauteur entre les différents points sur la carte topographique, et que ça devient vraiment un outil utilisable tactiquement pour faire du tir. Tandis qu'avant, fallait régler, ça doit faire à peu près 600 mètres, ah non c'est trop court, mais un peu d'élévation, ah non c'est trop loin. Enfin, voilà. On a la distance, puis qu'on connaît sa pièce, on va taper dedans au premier coup, avec la carte. En tout cas, seuls les élèves de Polytechnique savaient le faire. Pouvaient devenir ingénieurs géographes à partir. Puis il y avait les connaissances mathématiques pour le faire. Ah oui, mais s'ils ne sont pas polytechniciens, il n'y a pas de Mézières pour le... Voilà. Et c'est écrit en clair par le général Sanson, directeur du dépôt de la guerre. Donc, programme 1807, la réorganisation, je crois que ce que j'ai pu lire de l'histoire du dépôt de la guerre, c'est ce que dit Jean-Pierre, on faisait des cartes, est-ce qu'il y avait des cours vraiment, à quel endroit, les écoles militaires, d'abord le dépôt de la guerre a été supprimé à la Révolution. Alors, pendant 3 ans, on ne sait pas trop qui faisait les cartes. C'est lui qui réorganise ça avec Polytechnique, à mon avis, mais le programme, c'est 1807. Donc en Angleterre ou à Moscou ou à Berlin, on n'avait pas de carte comme ça. J'en ai pas vu, en tout cas. Je ne sais pas comment ces techniques... Alors, certainement, carte topographique, le fait d'utiliser la triangulation pour situer des points dans le terrain, et puis après le fait d'utiliser des théodolites pour mesurer soit des angles en hauteur, soit des différences de niveau, ça existait depuis bien avant, ah oui. mais même la mesure des pentes. Ouais, mais après faire des cartes avec des courbes de niveau calculées, tracées, ça je ne sais pas à quelle vitesse, je dirais ça s'est propagé. Parce qu'en fait, sur une courbe de niveau, on ne peut pas s'amuser à mesurer tous les points, ça prendrait infiniment trop de temps. Donc à partir d'un nombre minimum de points, il faut être capable de calculer la forme de la courbe de niveau. Et puis pour ça, il y a des relations mathématiques pour le faire. Et puis c'est donc un outil qu'il faut maîtriser, mais je ne sais pas à quelle vitesse ça s'est diffusé. En tout cas, la méthode de reproduction qu'a utilisée Dufour, c'est celle qui a été... alors il y a eu plusieurs personnes qui ont pensé qu'il fallait faire ça, mais celui qui a donné le moyen de les reproduire avec exactitude mathématique, c'est Gaspard Monge. Il faut relever que les travaux de Monge ont été secret défense pendant 30 ans. Et ils ont été levés en 1799 et Dufour rentre en 1807 à Polytechnique. Donc c'était révolutionnaire comme technique et dans une école polytechnique qui était la plus militarisée de son époque, donc avec tous les gros moyens qui sont mis par les meilleurs professeurs de l'époque. Voilà. Et puis comme ça sent la pizza, et je pense que la nuit est cuite. Donc moi ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est de passer derrière et de Je vous remercie. Merci.
Comment on a fait le choix de cette place pour être nommée comme place Guillaume-Henri Dufour? Mesdames et messieurs, considérant l'œuvre de Guillaume-Henri Dufour à Corfou, les services qu'il a rendus à la Confédération suisse et sa contribution décisive à la fondation de la Croix-Rouge internationale, nous avons pensé proposer à la municipalité de Corfou que son nom soit donné à une rue ou à une place de la ville de Corfou. Dufour, en sa qualité de capitaine du génie de l'armée impériale française, était à la tête d'un détachement de pionniers et de maçons qui exécutait un ordre de Napoléon lui-même de construire des fortifications au sud et à l'ouest de la ville de Corfou. Dans le cadre de ces travaux, ils ont mis à jour le temple d'Artémis à Paléopolis, la cité antique de Corfou, comme l'a confirmé Konstantinos Romeos, professeur d'archéologie classique à l'université d'Aristote de Thessalonique, académicien et président de l'Académie d'Athènes. Sachant que tout cela, nous avons cherché un site approprié pour honorer Guillaume-Henri Dufour. À quelques mètres d'ici, à la jonction de la rue Kolokotroni et de la rue Kyprou, on retrouve une partie des remparts construits par les Français en 1812 selon les plans de Dufour. Nous avons estimé qu'il n'existait pas d'endroit plus approprié pour placer cette plaque commémorative. Peut-être qu'en cet instant, l'esprit du général Dufour est ému de revoir l'endroit où il faisait son devoir de militaire, honoré non seulement pour ce qu'il a laissé derrière lui à Corfou, mais aussi pour ce qu'il a apporté plus tard au monde entier en contribuant de manière décisive à la création du Comité international de la Croix-Rouge. Je vous remercie. Ça, c'est Christophe Oli.